Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et j'espère ainsi vous présenter les voix des acteurs de la vie francophone de la région. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le brillant et dynamique Vincent Combe. Alors, on a beaucoup de centres d'intérêt commun. D'aucuns le connaissent comme professeur de lettres au lycée français de Zurich, en charge du projet Cinéma aussi. D'autres comme l'interlocuteur des professeurs français ayant un projet d'expatriation en Suisse ou aux États-Unis, d'autres encore comme blogueur pour la WWF, ou bien grâce à ses posts LinkedIn incroyables, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Ce podcast vous montrera l'épaisseur, la sympathie et le dynamisme de sa personnalité, ses analyses, sa bonne volonté d'aider la communauté francophone à s'adapter à la Suisse. Bonjour Vincent. Bonjour Jenny. Merci de te prêter à ce jeu du podcast. Merci à toi, c'est très gentil de me recevoir. Ouais, mais vraiment, ton enthousiasme m'a tellement touchée depuis le début. C'était évident. Tu as ta place ici, y a aucun problème. Je suis ravi de rencontrer une personne phare, francophone de la communauté zurichoise. C'est vraiment un très bel accueil que tu me fais. C'est gentil. En tout cas, comme j'ai dit, on a plein de points communs. Déjà, tu es très axé communication. Oui. En effet, je pense que c'est quelque chose qui non seulement fait aussi partie du métier de professeur, c'est évident, mais aussi quelque chose que l'on doit développer, pas seulement avec des enfants, mais quelque chose... Voilà, il faut savoir parler de ce que l'on fait, mettre en valeur. Le professeur n'est pas qu'un professeur et on peut faire beaucoup de choses à côté et je pense que c'est très important de le partager. Voilà, et puis tu es quelqu'un qui continue d'apprendre toute ta vie. Oui. Et on sent vraiment ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important. On a un concours, on a des diplômes, mais tout ne s'arrête pas à 25 ou 30 ans et le monde change très vite, les choses vont très vite. Et en effet, se former, se diversifier, nos goûts changent au cours de sa vie et je pense que c'est très important de continuer à apprendre jusqu'au bout. Je suis d'accord avec toi. Et l'autre point commun, c'est l'intérêt pour la littérature, la culture. Bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer que quelqu'un qui a fait des études de lettres, puisque c'était toujours la remarque qu'on m'a faite, peut aussi avoir un esprit pratique, un esprit entrepreneurial. Et c'est vraiment ton cas, tu arrives à réunir ces deux côtés-là. En effet, les études de lettres sont des études qui sont très théoriques. On est amené à parler de textes et à débattre sur des idées qui ne sont pas toujours impactantes sur le quotidien. Donc pour moi, c'était important, à un moment de ma carrière, d'ancrer la littérature, la culture, tout ce que j'ai appris dans quelque chose de plus pratique et de montrer qu'on n'est pas complètement détaché aussi de la société. Ce qui peut être également reproché aux personnes littéraires, philosophiques, etc. C'est vrai, absolument. En tout cas, je n'ai fait qu'effleurer les activités que tu proposes et que tu as, mais on va voir ça dans le détail. Et j'aimerais aussi qu'on comprenne l'essence de ta construction, ce qui t'a mené au professorat, tout ce qui forge ta motivation, donc tes origines, les sources de ta passion pour la littérature. Est-ce que tu peux remonter un petit peu dans le temps ? Oui, alors c'est vrai que le professorat, c'est une histoire de famille. Mes deux parents sont professeurs, étaient professeurs et sont devenus ensuite chefs d'établissement. Ma sœur est également professeure. Donc c'est quelque chose, pas qui s'imposait de soi, parce que j'aime pas dire ça. C'est vrai qu'à 18 ans, on peut également se détacher du moule familial. Mais finalement, j'ai cru percevoir aussi une opportunité à partir du professorat de rebondir et d'ouvrir sur d'autres activités qui me tenaient tout autant à cœur. Alors la littérature, oui, d'ailleurs c'est très drôle, petite anecdote. Donc ma sœur et moi, on est tous les deux docteurs en littérature et plusieurs fois on s'est retrouvés dans des colloques en fait. On a deux sujets différents. Ma sœur est plutôt axée sur la linguistique, moi plutôt sur la littérature. Ma sœur c'est Christelle Combe. Et on s'est retrouvés, donc on a 11 ans d'écart et on s'est retrouvés à parler dans des mêmes conférences ensemble en tant que frères et sœurs sur deux sujets différents. C'était assez amusant. Beau duo. Oui, exactement. Je pense que nos parents sont assez fiers. Ouais. Et puis c'est vrai que moi je suis aussi fille de prof et quand on grandit dans une maison avec des profs, l'éducation elle est aussi un petit peu, en tout cas on nous apprend des techniques d'éducation de prof. Oui. Ça va de soi. Et du coup c'est vrai qu'on a certaines compétences naturelles. Oui, c'est évident. Alors après c'est vrai qu'il faut éviter également d'être trop moulé, schématisé, parce que ça peut aussi tomber dans des dérives. Donc il faut quand même savoir garder sa personnalité, son approche personnelle de l'enseignement et de ne pas être simplement une photocopie parentale. Voilà. Absolument, c'est important, évidemment. Alors justement, par rapport aux clichés, dans un cursus littéraire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les méthodes, les voies, qu'est-ce qu'on apprend concrètement ? Alors, tout d'abord, c'est une question de culture générale. Donc, on nous apprend à apprécier des œuvres littéraires dans un environnement historique
Donc c'est pour ça que c'est très important de ne jamais séparer l'époque à laquelle les textes sont écrits et les textes en eux-mêmes. On nous apprend à analyser un texte, une œuvre, dans le but de l'apprécier. Et c'est ça, après, en tant que professeur, que l'on est censé aussi transmettre aux élèves et aux étudiants. C'est comprendre comment le schéma textuel fonctionne, mais aussi qu'est-ce qui en fait que c'est un texte de valeur et que l'auteur a réussi son œuvre. On nous apprend également à nous exprimer correctement, évidemment, à l'écrit et à l'oral. On nous apprend à être à l'aise, en fait, sur n'importe quel texte, c'est-à-dire à savoir parler de tout et à comprendre comment l'auteur a voulu nous transmettre ses idées. Je rajouterais aussi tout ce qui est autour de la psychologie des personnages. Oui. Ça nous apprend beaucoup sur l'humain, toutes les facettes. Exactement. On est un petit peu caméléon. Quand tu lis beaucoup, tu pourrais te mettre à la place de chaque... Oui. Je sais pas si ça te fait ça. Oui, alors en effet, il y a un effet d'assimilation du lecteur pour le protagoniste ou les autres personnages, mais aussi un effet qui peut être de répulsion, et c'est volontaire justement, ne surtout pas ressembler à ce personnage qui suscite l'horreur, le dégoût par des actions qu'il a faites qui ne sont pas louables. C'est évident. Face à des élèves qui aujourd'hui parfois ne comprennent pas toujours l'utilité de l'apprentissage de la littérature, qu'est-ce qu'un livre, quelle est la place et le rôle d'un livre aujourd'hui. C'est vrai que parler de l'humain est essentiel, puisque tout ce qui est dans un livre est finalement le reflet des émotions d'un auteur et également de ce que l'homme, avec un grand H, a pu voir. Quand Madame Bovary est au bord du gouffre et qu'elle a envie de vivre avec un grand V, c'est quelque chose qui en effet touche tous les lecteurs. Quand Bérénice, dans la tragédie de Racine, est déchirée parce qu'elle ne peut pas épouser l'homme qu'elle veut, parce qu'elle est juive et que lui il est romain, et bien c'est les situations de couple en effet déchirées parce que la société ne veut pas qu'ils soient ensemble. C'est des choses qui en effet sont tout à fait d'actualité et ne peuvent que parler aux lecteurs d'aujourd'hui. Merci pour les exemples. Et toi, justement, quel était ton sujet de thèse, tant qu'on est dans le littéraire? Alors, mon sujet de thèse, c'est assez drôle la façon dont cela s'est produit. C'est-à-dire que quand on est étudiant et qu'on a passé on a fait 5 années d'études en lettres, on a à peu près vu toutes les époques et tous les genres littéraires, donc on a des goûts personnels, c'est évident, mais on est à peu près à l'aise avec tout. Et c'est vrai que quand on se dit qu'il va falloir travailler 3 années supplémentaires sur un sujet spécifique, sur une œuvre, sur une période, il faut pas se tromper. Et c'est vrai que j'étais très indécis au moment de me lancer dans mon doctorat. Et en fait, bizarrement, c'est à la lecture d'un extrait de La Gare des Michards que j'ai trouvé un auteur. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant et il faut être également un peu stratégique aussi. Peu de choses avaient été dites et peu de choses avaient été étudiées dessus. Et je me suis dit, parce que le principe de la recherche, c'est de faire avancer également les choses et de travailler sur des éléments, sur des auteurs qui ne sont pas habituellement étudiés. Ça t'enlève de la contrainte, parce que s'il y a déjà tout un corpus sur lequel s'appuyer... Exactement, c'est un gain de temps qui est... on peut apporter un jalon, mettre sa première pierre sur des œuvres qui, en effet, ont peu ou pas été traitées. Et donc mon sujet concerne les récits sanglants écrits pendant les guerres de religion, écrits par des auteurs catholiques pour promouvoir la religion. Donc c'est un moment alors ça peut paraître un peu complexe, mais ce sont des récits qui finalement sont tragiques, qui peuvent être assez comiques finalement aujourd'hui, parce que à cause du décalage temporel entre les émotions et les actes. Mais ce sont vraiment des œuvres de revendication. Donc ce sont des nouvelles, des récits brefs, dans lesquels des personnages qui ont commis des crimes ou des choses qui vont à l'encontre de la religion catholique sont sévèrement punis. Ce sont également des personnes qui ont peut-être décidé de quitter la religion catholique et qui, en effet, sont punies par Dieu dans des phénomènes hyperboliques, etc. Donc on a un passage important de sang, d'hémoglobine. Ils sont vraiment châtiés. On voit qu'il y a quelque chose de très militant dans ces textes, mais également ça peut être, c'est le récit du paysan à côté, ou le récit du noble qui s'est écarté de la foi et donc en est sévèrement puni. Dans le contexte historique, on est à un moment où la France est peut-être sur le point de basculer du côté du protestantisme, et donc Rome et le Vatican ont missionné un certain nombre de prêtres pour écrire ces récits et pour dire il faut absolument que la France reste catholique. Ah oui, ça avait une portée politique même. Oui. Encore une fois, tu es dans la communication, même dans tes études. Et à propos de la littérature médiévale, si on peut en parler, puisque c'était aussi sur ça qu'on s'était rencontrés sur LinkedIn, elle est très très codée forcément, c'est en ancien français. Comment tu vois ça pour les jeunes d'aujourd'hui? Est-ce que c'est encore... Est-ce qu'ils peuvent aborder une œuvre en ancien français? Est-ce qu'ils y trouveront quelque chose d'éclairant? Alors, c'est vrai que c'est une période
que les professeurs appréhendent toujours un peu à faire étudier aux élèves. Déjà, c'est que ces œuvres ont une part importante dans le programme du cycle. Donc c'est quelque chose qui est bien que cela soit maintenu. Et bizarrement, ce n'est pas forcément un paradoxe parce que du fait, face à un public adolescent, ce sont des récits qui sont quand même assez violents. Et voilà, il y a du sang, il y a des batailles, il y a des choses comme ça. Exactement. Donc, les élèves trouvent également leur compte. Alors, il y a la dimension de la langue. Maintenant, c'est vrai qu'il faut bien prendre soin tout est traduit dans ces œuvres-là. Mais c'est important également de leur faire étudier des passages en ancien français ou en moyen français pour leur montrer que le français est aussi une matière vivante et que cela évolue et s'est travaillé au fil des années. Mais voilà, ce n'est pas une langue morte. Oui, absolument. Justement, puisque tu as étudié les thèmes de l'apocalypse et de la catastrophe aussi en parallèle donc de ces récits religieux, ça revient beaucoup dans les discours aujourd'hui. Est-ce que tu peux remettre ça en perspective avec tes objets d'étude, comment les discours actuels qui parlent un petit peu, qui font peur et qui veulent diriger l'opinion publique éventuellement, sans faire de grandes politiques, mais est-ce que tu vois des rapports à la littérature de l'époque ? En effet, les catastrophes, les fins du monde, ce sont des choses qui me fascinent. Il faut savoir qu'il y en a eu plus de 200 depuis le début, 200 annonces de fin de monde. Et donc, c'est assez incroyable. Alors, ce qui se passe, c'est que on a eu jusqu'à l'an 1000, c'était par exemple principalement l'Europe qui était au cœur de ces discours apocalyptiques, avec évidemment l'an 1000 comme étant censé être la fin du monde tel qu'on le connaissait. Donc bien évidemment, il s'est trouvé que ça n'a pas eu lieu. Et d'ailleurs, il y a eu un bouleversement profond dans la société. On a commencé on est passé d'une société véritablement pyramidale par rapport au divin, et le fait que l'on se rende compte que l'humanité avait encore quelques centaines d'années à vivre, la dimension commerciale est arrivée et l'on a commencé à comprendre que l'on pouvait faire du profit et profiter de la vie en tant que telle. Donc les discours apocalyptiques sont vraiment très importants. Au XXe siècle, c'est les USA qui ont le plus d'annonces. Voilà, c'est cette partie du monde qui domine, avec toutes les églises dérivées du protestantisme, avec les églises pentecôtistes, les églises apocalyptiques de fin de monde, les églises évangélistes, etc., qui justement sont plutôt dans la menace des gens et leur dire si vous ne servez pas correctement le divin, vous serez punis. Et puis je crois aussi les idées malthusiennes de surpopulation qui mèneraient à la fin du monde, à l'épuisement des ressources. Bon, tout à fait. Un côté réel. Armageddon 2012 était ça. Et puis alors, ce qui est les Mayas, bien sûr, le calendrier Maya, on a eu angoisse. On est drôlement pessimiste alors les humains. Ouais. On essaye de se libérer, on pense essayer de se libérer de plus en plus de Dieu, en effet, mais finalement, beaucoup de choses tentent de nous faire comprendre qu'on est loin d'être omnipotent et qu'on est à la merci si c'est pas Dieu en tout cas, de quelque chose qui peut nous attendre du jour au lendemain et qui nous fait culpabiliser sur nos actions. Évidemment. Moi, j'aimerais revenir maintenant un petit peu. Bon, c'est super intéressant pour en parler des heures, mais revenir un petit peu à ton parcours, donc ta progression. Tu es donc originaire d'où ? Où tu as passé ton doctorat ? Bon, moi, je le sais, mais ça va intéresser les auditeurs. Puis, quel a été ton parcours ? Donc, toi, t'as un grand parcours d'expatriation. Et c'est pour ça que tu en fais aujourd'hui ta spécialité et ta force. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles de tout ça, de toi, ton parcours, et voilà. Alors c'est vrai qu'on est originaire de Lyon. Mes parents, par le jeu des mutations, ont également été amenés à bouger donc pas mal en France. Et c'est vrai que nous, ma sœur et moi, en tant qu'enfants, on les a suivis. Et je pense que ça a été un déclic d'adaptation, sur le fait que finalement, on s'enrichissait dans chaque endroit où l'on passait dans sa vie. Voilà, on apprenait des cultures, on apprenait des modes de vie, on rencontrait plein de gens. Moi, j'ai des amis de partout maintenant. Donc ça, c'est vrai que c'est... Ça m'étonne pas. c'est très appréciable. Donc voilà, j'ai grandi dans les Alpes. Je suis un vrai garçon de la montagne. Puis j'ai fait mes études à Nice. Donc ça a été le plaisir de la Côte d'Azur. Mon doctorat est de l'université de Nice. Je suis très content. J'ai eu des professeurs incroyables. Puis ensuite, j'ai commencé ma carrière à Paris, qui m'a amené ensuite 6 ans plus tard. Prof. Oui, exactement. 6 ans dans le sud, 6 ans à Paris. T'avais quel niveau d'élèves ? Eh bien, j'avais des élèves de collège et de lycée. D'accord. Voilà, j'ai assez bourlingué, comme on dit, d'établissement en établissement. Et c'est peut-être en effet
le fait de vouloir être installé dans un endroit, dans un établissement confortable et pouvoir faire enfin des choses intéressantes sur du long terme, qui m'a amené à faire ma première expatriation donc à Genève en 2012, où j'ai eu la chance d'être embauché dans un établissement extraordinaire qui m'a beaucoup appris et qui m'a très très bien formé et qui ensuite m'a donné le goût de partir ailleurs. Qu'est-ce qu'il y avait de plus dans cet établissement par rapport aux établissements français que tu avais fréquentés avant ? Donc j'ai été embauché à l'Institut Florimond j'ai fait une lettre de motivation, de candidature spontanée. Donc je savais que le recrutement à l'étranger et en Suisse en l'occurrence c'était un recrutement donc de type privé, l'établissement ayant aucune affiliation avec la France ou le gouvernement français, le ministère. Voilà, l'Institut Florimond a eu la gentillesse pour une première expatriation de me faire confiance. Et je leur en remercie aujourd'hui, parce que si j'ai le parcours que j'ai, c'est parce que justement ils m'ont laissé cette confiance initiale alors que j'étais simplement professeur à Paris, quoi. Et ils m'ont formé donc sur l'examen de maturité suisse, le bac international. On m'a donné des classes à responsabilité, on m'a donné des fonctions. Je suis resté 5 ans et ces 5 ans ont été vraiment décisifs. Pour toi, c'est ça la principale différence, c'est la confiance qu'on t'a octroyée, qu'on a cru en ton parcours, en ta personnalité. Peut-être que tu n'aurais pas pu trouver dans le système. Ministère de l'Éducation nationale. Oui, c'est très juste en fait, parce qu'en effet, un fonctionnement privé fait que on te regarde sur tes compétences et non pas sur ta note au concours ou des choses qui sont finalement peu utiles sur la pédagogie. Et donc, on m'a formé, on m'a appris voilà. Est-ce que les approches de la littérature étaient différentes dans les attentes pour la maturité ? Alors tout à fait, les 3 programmes auxquels j'ai participé sont des programmes qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, et c'est pour ça que c'était si intéressant. Et c'est également très intéressant parce que ça traduit également l'état d'esprit d'un pays. Voilà. Dans les pays anglo-saxons, pour l'IB, l'approche est complètement différente, en effet, de la maturité suisse et du baccalauréat français. On est... alors si je peux expliquer un peu comment ça marche. Dans le système français, c'est vrai qu'on va axer sur la méthode et l'analyse d'un texte, même si celui-ci est tronqué, même si celui-ci donc évidemment n'est pas en œuvre intégrale, etc. Mais on va voir comment l'élève est capable de parler pendant un laps de temps d'un extrait et de savoir comment il a intégrer les notions qu'on lui a apprises et qu'il est capable de les ressortir. Disserter, quoi. Tout ce qui est autour de la rhétorique, c'est très important en France. Voilà, un temps circonscrit. L'examen de maturité suisse présente des œuvres qui donc sont en œuvre intégrale et qui au contraire axent beaucoup sur la culture générale. Donc il faut quasiment tout connaître de l'œuvre sur lesquelles on va être interrogé. Donc ça c'est pour l'oral. Un peu comme d'ailleurs le baccalauréat français aujourd'hui, c'est un peu assimilé à ça, puisqu'on a des œuvres qui sont intégrales à présent, depuis le nouveau bac. Mais la maturité suisse demande vraiment une restitution, un peu comme on avait en France dans les années 50, en fait, c'est-à-dire quelque chose d'un peu empirique sur l'ensemble du texte. Transversal. Et tu dirais quoi de l'implication de tes élèves ? Est-ce que tu as senti... c'est sûr que déjà pour accéder au gymnase et vouloir la maturité, c'est déjà des élèves un peu plus motivés, j'imagine ? Oui, c'est vrai qu'en Suisse, il y a seulement 20% d'une tranche d'âge qui a accès aussi à l'université. Donc voilà, les élèves doivent se montrer particulièrement performants à ce niveau-là. L'approche est complètement différente. Les universités suisses sont très prisées. Et c'est pour ça que certains élèves français également peuvent avoir ce n'est pas toujours facile pour eux d'accéder à ces universités suisses, puisque les requêtes par l'éducation nationale suisse envers les étudiants étrangers est assez élevée et augmente d'année en année. Ils sont très bien classés au niveau international des universités. Tout à fait. Des universités qui sont très recherchées et comme on en parlait tout à l'heure également, c'est vrai que suivant l'université à laquelle on postule, la langue du canton est aussi déterminante sur ça. Un élève qui voudrait en effet aller en Suisse étudier à l'université de Zurich devra forcément maîtriser le suisse allemand. Ouais. Je vais rebondir sur cette histoire de reconnaissance de diplôme et de compétences pour les étudiants français en parlant des professeurs français. Donc comment font-ils quand ils travaillent avec l'éducation nationale comme tu étais pour se faire engager ici par une école, un établissement suisse ?
Alors, je vais commencer par parler en effet, de mon expérience personnelle. Alors moi, encore une fois, l'Institut Florimont a eu la gentillesse de me payer l'équivalence. Donc Genève, le canton de Genève, le ministère à Genève, en tout cas, reconnaît le CAPES et le doctorat, donc les diplômes. Et c'est vrai que par une opération administrative très simple, cela peut accéder à l'enseignement public suisse avec un concours français, du moins dans les cantons dont c'est la langue nationale. Pour Zurich, maintenant, c'est vrai que je sais pas. Ouais, à creuser du coup, Ouais. comme activité. Dans l'épisode avec Hortense, elle m'a expliqué que les professeurs en Suisse, ils sont employés. Il n'y a pas un système justement d'éducation nationale où on a une carrière à vie. Concrètement, ça change quoi? Est-ce que tu sens que une personnalité de professeur, tu sais, qui peuvent être un peu en retrait, voilà, être tout pour le don aux élèves, la transmission des connaissances. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein de devoir toujours se présenter à un directeur, voilà, faire des auditions, des interviews? Voilà, comment tu vois ça? Je pense en effet que le positionnement du professeur face à ses élèves ne change pas, puisque en effet la transmission des connaissances et des savoirs n'est pas du tout impactée par la façon dont l'enseignant a été recruté. En revanche, je pense dans la carrière du professeur, le fait que celui-ci puisse être régulièrement en alerte sur l'emploi, sur s'il veut aller dans un autre établissement, le fait qu'il ait un CV qui soit mis à jour, qu'il sache faire une lettre de motivation destinée à un établissement qui est une entreprise, du coup, eh bien, est beaucoup plus stimulant. Et même si, en effet, les établissements publics suisses restent des établissements publics, eh bien, l'établissement recrute comme dans une entreprise. Et le professeur, dans ce sens, montre qu'il a des compétences, des capacités, qu'il se démarque de ses collègues par son parcours, par ses diplômes. Et en ce sens-là, je trouve que c'est très valorisant. Et tu veux dire que ce savoir-là est aussi un plus pour les élèves, parce que du coup, ils peuvent transmettre un petit peu cette idée, ce processus? Oui, alors après, c'est vrai que les élèves savent qu'ils ont quelqu'un en face d'eux qui peut être là un jour et ne plus être là aussi l'autre jour. Et donc, on est vraiment dans un rapport de service. Et cette instabilité, elle dérange les professeurs? Tu en as déjà parlé? Elle peut, alors en effet, certains professeurs, ceux qui fraîchement sont arrivés de France, ou etc., c'est quelque chose auquel ils doivent s'habituer. Mais après, moi je trouve qu'il y a un côté également excitant, parce qu'il y a une dimension de challenge, en ce sens où par ce jeu de responsabilité, on nous confie également des responsabilités supplémentaires, et donc la profession est vue en trois dimensions. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en classe pour faire son cours, quoi qu'il arrive, et sans forcément se remettre en question, etc. On est impliqué véritablement pour faire de son mieux au service des élèves. Alors toi, tu as la compétence pour en parler avec les expatriés qui arrivent en Suisse et ceux qui arrivent aux États-Unis. Parce qu'en 2017, tu es parti aux États-Unis enseigner aussi, donc une autre expatriation. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne là-bas? Alors c'est vrai qu'au bout de 5 ans à Florimont, j'étais très bien. Hein. Je pouvais dire que j'avais à peu près tout ce que je voulais, mais après c'est vrai que je sentais c'est vrai que on va le reconnaître, c'est un des dangers de la Suisse, le fait que ce soit très confortable à tout point de vue. Le pays peut peut faire en sorte que l'on ne se remette pas forcément en question, ou que l'on donne un boost à sa vie ou à sa carrière. Donc j'ai décidé en effet de partir aux États-Unis. C'est un pays dans lequel je voyage depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été très attiré. Alors après, c'est vrai que le danger, c'est d'habiter dans le pays où l'on va en vacances, c'est pas toujours la même chose. Mais j'ai postulé en effet donc à la French American School of New York. Et j'ai été assez chanceux cette année 2017, puisque j'ai été pris dans 3 établissements américains. Donc j'ai été pris à New York, à Washington et à Los Angeles. Ah, donc il fallait faire un choix. Mais j'étais vraiment assez content d'avoir en effet ces 3 belles propositions. Et j'ai choisi New York pour des questions affectives et pratiques. Mais voilà, c'était un très bon choix. Je suis très content de cette expatriation qui m'a encore une fois beaucoup appris. Super prestigieux, ouais. Et c'est comme ça que tu es rentré dans le réseau des établissements français de l'étranger? Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme je vous le disais, Florimont, c'était un établissement qui était tout à fait privé, et qui n'était pas du tout relié au système français. Et le lycée dans lequel je suis allé faisait partie du réseau, en effet, AEFE. Et bizarrement, même si géographiquement j'étais plus loin, eh bien, par le cursus qui était présenté, par l'esprit AEFE, j'ai eu un certain flashback
parisien de ce que je retrouvais par les programmes, par l'état d'esprit, par des choses comme ça. Alors, encore une fois, c'était un établissement qui proposait plusieurs programmes, mais le programme français et le programme international. Mais dans le programme français, l'objectif était quand même aussi de préparer les élèves comme en France. Est-ce que c'est être dans cette association qui t'a aussi permis d'être en contact avec le LFZ par la suite, par exemple ? Alors l'AEFE, c'est une grande famille, c'est un réseau d'établissements qui fonctionnent plus ou moins ensemble. Je vais pas dire qu'on se connaît tous, mais j'ai des anciens camarades de promo qui sont dans des établissements à travers le monde, et l'on se connaît, et l'on se partage quand il y a des postes vacants, on se dit voilà, dans tel établissement, dans tel pays, tu pourrais postuler. Donc au bout de 3 ans, New York, j'avais fait un peu le tour de la question. C'est vrai que c'est une ville qui est éreintante, surtout moi qui viens de la montagne. C'est pas toujours facile de trouver ses marques. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a besoin un petit peu de se retrouver soi-même dans cette ville-monde qui peut nous perdre. J'ai donc décidé de postuler. J'ai les papiers suisses, donc ça m'a aidé aussi à rebondir. Et puis j'ai été mis en contact avec Sandrine Kéroulet qui m'a justement dit qu'il y avait des heures au lycée français à Zurich, et je la remercie infiniment parce que sans elle, c'est évident que je ne serais pas là aujourd'hui. C'est une femme qui a été très réactive et qui est professionnellement incroyable. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle, et c'est vrai que le projet d'établissement concernant le numérique a été tout à fait pertinent et décisif dans mon choix pour le LFZ. Je remercie également Monsieur Latouche qui m'a fait confiance en me confiant également la mission de professeur référent pour le numérique. Et donc voilà, tout ça fait que je suis aujourd'hui très content au LFZ, et je remercie ces 2 personnes avec qui j'aime beaucoup travailler. On reviendra au LFZ en fin d'interview, parce que forcément ça intéresse aussi beaucoup les auditeurs. Moi, ce que je voudrais voir, c'est comment maintenant, professeur à Zurich, tu montes ta boîte. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ta boîte ? Donc, j'ai un peu dit que c'est une boîte de conseils pour les professeurs souhaitant s'expatrier. Et voilà, tout simplement tout autour du projet, comment il est né, comment tu procèdes, à quels besoins ça répond. Je te laisse libre tribune. Alors en fait, en 2015, quand j'étais encore à Genève, on parlait tout à l'heure de la formation continue en fait, et de continuer à apprendre tout au long de sa vie. Je me suis inscrit à la Haute École de Commerce de Genève, et je souhaitais justement donner une dimension un peu plus commerciale, pragmatique à mes études de lettres qui pouvaient parfois, je me suis dit à un moment ou à un autre, ça va m'handicaper dans ma carrière d'avoir des compétences uniquement théoriques. Donc je voulais ancrer mon savoir dans quelque chose de pratique, et c'est vrai que le commerce est quelque chose qui m'a toujours attiré et qui ici se prêtait bien parce que le programme de la HEC était parfait. Donc j'ai suivi des cours de stratégie marketing et de communication en 2 ans, qui m'ont donné un diplôme. Et il y avait évidemment, de niveau master, il y avait un projet de fin d'études à faire, et c'était en effet créer sa boîte. Et j'avais donc à l'époque, déjà en 2015, mûri l'idée d'une agence de conseil qui n'était pas encore pour les expatriés, mais qui était déjà définie comme le conseil est quelque chose qui vraiment me plaît. Et quand j'arrive en 2020 à Zurich, je me dis qu'il faut vraiment que que je concrétise cette idée qui me plaît depuis certains temps. C'est peut-être l'arrivée à la quarantaine qui me... Ça va pas du tout. Merci. Qui me motive. Et je crée mon site. Voilà, je crée mon site internet. Alors c'est quoi le site ? Alors mon site internet, c'est Time to Live. L'objectif est d'aider les professeurs de France et d'ailleurs qui souhaitent s'expatrier ou qui souhaitent changer de pays, pour ceux qui sont déjà à l'étranger, les aider dans leur démarche. Alors que ça soit le professeur expérimenté qui déjà a eu plusieurs expatriations et qui souhaite simplement des conseils, une aide pour certains pays plus spécifiques dans lesquels j'ai pu aller ou dont je connais le fonctionnement ou les chefs d'établissement, ou que ça soit vraiment le jeune professeur novice qui a débuté sa carrière en France et qui souhaite avoir une expérience à l'international, qui ne sait pas comment s'y prendre. On en parlait. Faire une interview avec un chef d'établissement du réseau AEFE ou un autre d'ailleurs. Voilà. Comment écrire une lettre de motivation qui soit pertinente par rapport, quand on a peu d'expérience, à mettre en avant. Mais également des conseils fiscaux sur certains pays, en l'occurrence la Suisse et les États-Unis que je connais bien, ou des renseignements plus spécifiques sur des établissements. Mon réseau, c'est vrai que depuis ces 10 dernières années, c'est beaucoup agrandi. Je connais beaucoup de chefs d'établissement, je connais des collègues qui sont sur place, je connais le fonctionnement, voilà. Donc tu pourrais mettre les gens en relation ? Je peux tout à fait, et c'est un des objectifs, mettre les gens en relation. J'ai une grande visibilité sur les postes qui sont à pourvoir.
et les postes vacants, je peux me renseigner. Donc ça c'est bien, parce que je suis également administrateur d'un site internet sur Facebook. Échange entre professeurs à l'étranger, qui regroupe 15 000 professeurs, donc pareil, partout autour du monde, et qui donc échangent sur des renseignements qui peuvent être précieux, que ça soit à Hong Kong, à San Francisco, au Chili, en Afrique, etc. Donc tout le monde échange sur ces pratiques, sur la vie locale, sur des questions administratives, de détachement, de disponibilité. Donc c'est vraiment général. Et en tout cas, voilà, ce réseau de professeurs à l'étranger est vivant. Et mon but est en effet de mettre les gens en relation pour que chacun puisse s'apporter et s'aider. On sent vraiment cet esprit altruiste, voilà, dans le service que tu proposes et que tu as raffiné sur mesure. Oui, alors c'est vrai que les agences de conseil existent déjà, hein, c'est quelque chose qui marche très bien. Les gens ont besoin, en effet, on n'est pas tous spécialistes dans certains domaines de compétences, et les gens ont besoin parfois d'être guidés, on ne peut pas être spécialiste de tout. Et donc, on a besoin de spécialistes à certains moments de sa vie et pour des choses très précises si l'on veut que celle-ci soit réussie et concluante. Donc voilà, je pense que je suis à même d'aider de manière professionnelle ces personnes dans leur accomplissement, dans leur rêve de partir enseigner à l'étranger. Et tout le bonheur et la satisfaction que ça m'a apporté, j'espère que je suis à même de leur transmettre pour les motiver et les engager dans leur choix, qui de toute façon leur apportera toujours un plus dans leur carrière. On ne fait pas toujours une vie à l'étranger, c'est sûr. Maintenant, c'est quelque chose qui, dans un CV, sera toujours bénéfique. Absolument, oui. Il y a deux choses, moi, sur lesquelles je voudrais rebondir. C'est déjà le temps que ça t'a pris de passer à l'idée à l'action. Ça, c'est la plupart des entrepreneurs qui passent par ce temps-là de digestion et voilà, de se valider aussi. Et ça, c'est très important. Et puis voilà, savoir quand on est libre dans sa tête pour lancer ça, assez sûr de soi. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la deuxième chose, c'est que tu arrives à marier tous tes centres d'intérêt par ce projet. Oui. Alors c'est vrai que quand on enseigne dans ces prestigieux lycées français, le travail que l'on nous demande est important. On veut bien faire, on a des élèves de choix, donc on met tout son cœur au travail, dans des projets, dans des choses qui sont annexes. On le sait bien, il y a les heures de cours et puis les heures de préparation de cours. Et quand on fait bien son travail, cela prend du temps, c'est évident. Mais je voulais quand même consacrer des week-ends, des moments de libre, des vacances à travailler sur ce projet. Donc oui, ça a pris un certain temps, mais je pense que ça a bien mûri, et maintenant je suis c'est une dynamique qui est tout à fait positive. Et en effet, ça concentre un peu tout ce que je voulais, c'est-à-dire cette dimension commerciale, la dimension de mon parcours que je peux également mettre en avant et mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre, au service des autres. C'est très très satisfaisant d'avoir pu aider quelqu'un, une famille, un couple, ou même une individualité qui avait besoin de partir, voulait partir, de faire de nouveaux horizons pour se donner un autre challenge dans sa carrière. Ça renforce tout à fait mon idée qu'il y a une solidarité francophone, ou en tout cas qu'on peut la créer et l'appuyer. Oui, tout à fait. Et en même temps, même pour moi, c'est très satisfaisant parce que je rencontre des collègues, je rencontre des gens qui viennent de tous horizons. Et après, c'est autant de contacts et potentiellement de personnes que je serai amené à revoir et sur lesquelles je peux compter pour aider les uns les autres. Ouais, encore de la croissance. Oui. Super. Alors, qui peut te contacter du coup pour recevoir ces conseils pro ? Je mettrai bien sûr le lien dans la bio du podcast. Oui, alors écoutez tout le monde, tout le monde peut me contacter. Qu'un jeune avec un projet de professorat éventuellement peut même bien sûr partir à l'étranger est quelque chose qui peut intervenir après certaines années de carrière en France, mais également dès le début de la carrière. D'ailleurs le nouveau master qui a été mis en place sur les professeurs qui souhaitent enseigner à l'étranger et qui est tout récent l'indique, donc on peut déjà dès le master vouloir enseigner à l'étranger dès le début de sa carrière. Et en effet ces jeunes professeurs ont complètement besoin d'être guidés pour commencer dans de bonnes conditions leur expatriation. Et c'est idéal d'avoir un interlocuteur et de se rassurer. Oui. Absolument. Justement, à propos tu parles des nouveaux diplômes, moi je voulais parler du nouveau bac. Donc les programmes de français ont été un peu redéfinis, donc centrés sur certaines thématiques et époques. Est-ce que tu penses que c'est plutôt efficace ? Tu es plutôt du côté progressiste dans ça et facilitateur, ou plutôt nostalgique ? Tu vois ça comme une perte ?
Alors, ce qui est assez drôle en fait avec les réformes, c'est qu'on est toujours plus ou moins catastrophé de prime abord, oh là là, une nouvelle réforme, etc. Mais finalement, il y a aussi une dimension cyclique, hein, c'est-à-dire que les formats d'évaluation du baccalauréat, alors, avec des modifications à chaque fois, mais c'est une espèce de cercle où on retrouve des choses qui étaient déjà demandées des dizaines d'années avant, ou voilà. Ah, c'est comme la mode. C'est comme la mode, ça revient, oui, c'est ça. Donc ici, on est sur un format, avec le nouveau bac, on est sur un format de type agrégatif, hein, c'est-à-dire finalement où on demande à l'élève de maîtriser parfaitement un certain nombre d'œuvres de manière intégrale, et ensuite de savoir en restituer les contours les éléments principaux. Donc c'est dans l'approche des textes et des attentes que ça se joue. D'accord. Ici, à Zurich, on parle beaucoup du bac international. Oui. Je voulais aussi savoir quelle était la différence. Alors le bac international a une approche qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'anglo-saxon, donc il a été, faut pas l'oublier, hein, il a été créé à Genève pour les enfants des Nations Unies. Incroyable, ok. Qui justement venaient des quatre coins du monde et qui devaient avoir un socle commun de connaissances et d'approches à partager. Et donc ce bac international, certes, s'il évalue également l'explication de texte, le commentaire, la dissertation, donc des choses assez traditionnelles, brasse un nombre d'œuvres issues du patrimoine mondial, donc des œuvres qui sont traduites, mais des œuvres qui sont également étrangères. Donc finalement, l'élève touche à quelque chose qui est, il me semble, beaucoup plus global et fascinant d'ailleurs. Des œuvres féminines, des œuvres d'auteurs qui ne sont pas forcément connus. On peut mettre en rapport des œuvres qui sont très classiques avec des œuvres qui sont très contemporaines et de pays étrangers. Donc on a une ouverture sur l'enseignement et sur l'apprentissage qui est clairement présente dans ce bac. Donc à recommander éventuellement. Oui, tout à fait. À propos de ta passion pour le cinéma, hein, c'est le grand thème du LFZ cette année. Donc on a beaucoup évoqué ça dans l'épisode avec Christelle. Mais est-ce que toi, donc c'est aussi une de tes passions? Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations? Comment tu es venue à t'intéresser au cinéma? Voilà, je crois que je te laisse parler. Alors oui, le cinéma, c'est quelque chose qui est aussi... je pense que quand on aime la littérature, on aime également le beau cinéma, c'est évident, c'est une forme d'expression artistique qui recoupe, et c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, hein, qui recoupe des mêmes techniques d'analyse, d'approche, de point de vue, d'angle. Donc il y a beaucoup de points communs. Analyser une séquence de film mobilise au moins 50% des mêmes outils qu'analyser un texte. Et la beauté de l'image est à l'image de la beauté de description que l'on peut trouver dans un roman. Donc c'est sûr, avec la touche du réalisateur. Le cinéma, alors mon premier poste en tant que professeur, je l'ai eu à Cannes. Donc je me rappelle avoir vu des élèves qui séchaient des cours pour aller voir les montées des marches. Donc ils avaient juste la rue à traverser. C'était sur le collège de la Croisette. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est marquant. Il y a cette fascination de tout ce qui tourne autour du cinéma. Alors évidemment, les red carpet n'est que l'accomplissement et j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau de tout le travail cinématographique qui bien évidemment ne se résume pas à ça. Mais voilà, il y a quelque chose d'excitant dans le cinéma, dans la création cinématographique. L'année d'après, je me rappelle, je me suis lancé dans le concours qui n'existe plus malheureusement du ministère de l'Éducation nationale, qui était le concours de la critique filmique. Les élèves devaient faire une critique d'un des films mis en sélection à Cannes. Et en fait, les meilleures productions, l'élève gagnait justement une montée des marches, tout frais payé, et avec les réalisateurs à Cannes. Donc du coup, c'était même très excitant pour eux aussi. Et puis voilà, j'ai continué. J'ai passé donc ma spécialité cinéma. J'ai également fait le cours Florent à Paris. Incroyable. Enfin, t'es passé de tellement de formations, de sujets, de postes, et en plus plus prestigieux les uns que les autres, quoi. Moi, j'aurais jamais quitté un établissement de Cannes devant la Croisette, et toi, tu t'es dit non, je me challenge, je recommence ailleurs, j'ouvre mes horizons. C'est incroyable. Il y a quelque chose dans ta personnalité là. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir toujours plus, à toujours vouloir apprendre plus, et surtout à ne pas rester dans ma zone de confort. Je veux qu'à la fin de ma carrière, j'ai pu te dire, si je n'ai peut-être pas
pu accomplir l'ensemble de mes rêves, j'y ai au moins touché du bout du doigt et voilà, j'ai participé à l'accomplissement de certaines choses dans les domaines sur lesquels voilà, qui me semblent intéressants. Et moi, je dois aussi rajouter qu'en termes humains et amicaux, même moi, tu m'as sorti de ma zone de confort pour certaines décisions. Et voilà, donc en plein dans le coaching. Oui, c'est vraiment, je suis très content, tant mieux. Oui, c'est vraiment quelque chose. Et ça, je pense que c'est avec l'âge, ça s'est développé. On a tendance à vouloir faire les choses pour soi au départ. Et puis après, quand on a acquis une certaine expérience et un certain passé, on a envie évidemment de le faire partager et de voir les autres aussi heureux que ce que l'on a pu l'être soi-même. Une belle âme. Et donc là, avec le LFZ, tu montes un projet cinéma. Tu t'inspires de quel réalisateur ? Alors c'est vrai que dans un établissement, monter un projet cinéma est quelque chose qui prend du temps et c'est vrai que ça s'améliore toujours au fil des années parce que on se constitue un groupe d'étudiants auxquels on a confiance, qui prennent de l'âge du coup, donc qui gagnent eux-mêmes en confiance, qui se sont entraînés chaque année autour de réalisation, autour d'un film. Ils ont appris des notions, ils ont eux-mêmes par leur connaissance personnelle, ont vu tout un tas de films pendant l'année, donc ils ont nourri leur culture. Donc, pour les 3 ans où j'étais à New York, c'est vrai que la dernière année, on a pu proposer notre film à Focus on French Cinema, qui était un programme de promotion du cinéma français dans le Westchester, et qui, voilà, les élèves ont pu mettre projeter en avant-première du festival le film que l'on avait créé ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais en effet bien faire à Zurich. C'est vrai que malheureusement la pandémie nous est tombée dessus et les choses ont été plus ou moins, non pas plus ou moins, clairement ralenties. Mais les élèves sont tellement satisfaits quand ils voient leur travail sur grand écran projeté par tous. C'est déjà des plaisirs un peu d'adultes qui leur sont proposés et voilà, c'est très satisfaisant de voir les étoiles dans leurs yeux, quoi. Oui, j'imagine. Et à propos de tes élèves, est-ce que les élèves actuels que tu as au LFZ, est-ce que tu les vois sur une voie de réussite ? Comment tu estimes les valeurs du LFZ, la manière, voilà, l'approche pédagogique ? Alors j'ai vraiment beaucoup de chance en effet, puisque au lycée français de Zurich, on a vraiment des très beaux moyens et tout est mis en œuvre pour que les élèves et les professeurs puissent travailler dans les meilleures conditions qui soient. On n'a pas hésité à me donner donc mon heure de club sur lesquelles en effet je peux enseigner le cinéma et sur lesquels on peut travailler. Alors évidemment, ce n'est pas en 1 heure par semaine que l'on fait un film, hein, c'est sûr. Il y a forcément du travail à côté, mais c'est vrai que par la passion et la motivation des élèves, c'est vrai qu'après on ne regarde plus les heures supplémentaires parce qu'on sait que le résultat sera très beau. Oui, évidemment. Je ne sais pas comment tu trouves encore le temps de dormir entre toutes tes occupations. On pourrait en parler des heures, mais voilà, j'essaye un petit peu de synthétiser tout ça. Donc, j'ai aussi mentionné que tu es blogueur pour la WWF. Oui, tout à fait. Donc, voilà, tu as des implications en politique même. Je dirais, est-ce que tu peux nous présenter ton point de vue ? Oui, alors pareil, la WWF, comme je vous l'avais dit, étant un garçon de la montagne, j'ai vécu donc dans un milieu naturel qui était assez présent tout le temps. Voilà, je me rappelle en étant petit, je courais sur le glacier, tout ça à Chamonix. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et en effet, la cause animale et environnementale me touche beaucoup. Et je voulais m'impliquer, voilà, de manière associative. Les valeurs de la WWF m'ont beaucoup séduit et le siège se trouve donc à Genève. Donc j'ai commencé au niveau local à m'investir. Mes capacités, mes compétences de professeur de lettres ont fait que en effet j'ai plutôt la plume facile. Donc écrire pour eux allait véritablement de soi. Tu vois ça comme du militantisme ou comme de la citoyenneté ? Je pense à un peu des deux. Il faut en effet secouer les esprits, ça c'est sûr. Mais je pense qu'en effet, prendre soin de son environnement, mais tout proche, hein, on n'a pas besoin de faire des grandes choses dans un premier temps. Mais voilà, débarrasser les ordures que l'on voit sur un parc, par exemple, ou qui a été saccagé, ou après une fête, ou voilà. Il y a beaucoup de monde là en ce moment au bord du lac. C'est vrai que on
on voit certains déchets qui traînent, des choses comme ça. Donc faire des actions ponctuelles à ce niveau-là, c'est toujours ça de gagner. Mais également s'intéresser sur le changement climatique, voir comment certaines importations de plantes invasives ont modifié les écosystèmes, voir comment le réchauffement climatique a impacté sur la reproduction de telle ou telle espèce ou sur les plantes. Donc ça c'est quelque chose qui est important, et encore une fois on apprend sur ça. C'est de la biologie, hein, donc c'est des choses qui nourrissent également, et plus on comprend, plus on a envie de s'investir, ça c'est sûr. En tout cas, je mettrai aussi les liens vers tes articles, voilà, qu'on puisse un peu s'instruire. Je finis toujours les interviews en demandant une citation qui a marqué la personne que j'interviewe, mais forcément, je suis face à un homme de lettres. Du coup, je vais plutôt te demander quelle œuvre, quel auteur, ou bien j'ai même l'impression que tu as eu des mentors dans la vie. En tout cas, qu'est-ce qui t'a marqué, pourquoi? Donc voilà, libre à toi de nous présenter les œuvres, les auteurs qui t'ont influencé. Alors, c'est vrai en étant Gémeaux, c'est vrai que j'ai parfois des tensions au fond de moi qui s'opèrent, et ça se présente également dans mes goûts littéraires également. Donc j'ai un côté qui est très... en effet, j'aime tout ce qui est catastrophique, littérature des catastrophes, les grands désastres, que ça soit donc de l'Apocalypse de Saint-Jean au désastre dans Zola, dans la Terre. J'ai écrit un article sur la climatologie, d'ailleurs, dans Zola, comment les effets de climat ont-ils un impact dans la littérature, les pluies de grêle qu'il y a dans le roman La Terre, qui prédisent la catastrophe à venir, etc. Donc j'aime la littérature hyperbolique, j'aime Rabelais, j'aime la littérature baroque, j'aime les extrêmes, les passions extrêmes, les événements extrêmes. Et puis en même temps, je suis quand même assez fleur bleue, et voilà. Oui, parce que t'es tout joyeux, hein, quand on te voit. Je pense pas aux catastrophes. Mais je pense que ça fait partie, c'est la question, c'est le volcan qui est en moi, qui se contient aussi après, avec des élans, des élans plus lyriques. J'aime beaucoup Saint John Perse, c'est vrai aussi pour le rapport à la nature. Paul Claudel. Voilà, c'est assez ouais. T'as eu une révélation littéraire déjà? Tu connais ce sentiment? J'ai certes fait une thèse sur le XVIe siècle, mais je suis un grand fan de Zola. La force de son texte et le côté un peu sale, hein, des sentiments, du langage, c'est quelque chose qui accroche, qui me parle beaucoup. Voilà, la dureté de la vie et des personnages je trouve ça encore très parlant. Et cette question du mentor alors? Alors, plutôt qu'un mentor, je dirais que ce sont plutôt des textes qui m'ont parlé et qui m'ont guidé ensuite vers des auteurs. Mais je pense qu'il y a des narrations, et c'est peut-être aussi un des avantages du système français, c'est que brasser beaucoup de textes, brasser beaucoup d'extraits de textes, même si ce ne sont pas des œuvres intégrales, des morceaux choisis, des passages de choix font que on peut être alerté, happé par certains extraits qui vous ont marqué et qui ensuite vous guident vers des auteurs. Je crois beaucoup, moi, en une sorte de constellation, c'est-à-dire que l'on met finalement en rapport ces textes catastrophiques du XVIe siècle, les textes de débâcle de Zola, finalement Saint John Perse quand il parle de la fin du monde, la Bible, tout ça. Et en fait, après, je pense que mes goûts se rattachent davantage à des thématiques plutôt qu'à des styles ou à des auteurs. Intéressant. Ah, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Ouais, très intéressant. Donc tu étais fait pour la recherche. Voilà. Je te remercie beaucoup, Vincent. Je crois qu'on pourrait parler des heures. Merci beaucoup, Jenny. C'était très intéressant. Merci à toi. Et puis surtout, que les professeurs qui souhaitent s'expatrier te contactent. Voilà, tu es très facile d'accès. Et quoi qu'il arrive, la rencontre, l'apport humain est génial. Donc même s'ils ont un doute, je pense qu'ils peuvent te contacter. Je les rencontrerai avec plaisir, et j'espère pouvoir les guider dans leurs décisions futures. Merci pour tous ces partages. Voilà, on était contents. Moi, je suis fascinée de voir tout ton parcours, ta personnalité, toutes ces énergies-là. Donc, on a parlé aussi bien de ce que tu as étudié en littérature, du thème du cinéma, du LFZ, de l'adaptation des professeurs en situation d'expatriation. Donc j'espère que ça touchera. Il y a au moins un de ces thèmes qui parlera à chacun. Merci aussi pour ton apport à la culture générale, puisque vraiment tu travailles pour ça, et donc on se rejoint.
Et puis, soutenez Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. On fait ça pour vous et on attend vos retours. Au revoir. Au revoir.